dans la deuxième saison de Le Cubecast, le podcast de Grenoble INP NC Cube. Une fois par mois, notre école d'ingénieurs spécialisée dans l'énergie, l'eau et l'environnement vous emmène à la rencontre de ses anciens élèves. On vous présentera des profils et des parcours très différents les uns des autres, mais qui sont tous très inspirants. Et nous sommes vraiment fiers de partager avec vous les expériences et les souvenirs de nos diplômés. Aujourd'hui, on vous emmène à la rencontre de Olga Rouchouz, diplômée en 2021 à l'NC Cube. Tout juste sortie de l'école, elle a souhaité poursuivre dans le domaine de la recherche. Aujourd'hui en thèse, elle est passée par de multiples formations professionnalisantes avant d'en arriver là. Elle nous raconte tout dans cet avant-dernier épisode. Bonne écoute! Bonjour Olga. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la deuxième saison de Le Cubecast. Merci. Aujourd'hui, on va parler de ton parcours à Grenoble INP NC Cube et depuis que tu as obtenu ton diplôme en 2021. Alors, tu es la cadette de cette saison. C'est toi la plus jeune diplômée qu'on a l'honneur de recevoir sur ce podcast. Super. Avec plaisir en tout cas. Plaisir partagé. Avant qu'on commence, est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter, mais sans parler du côté pro ou du côté universitaire? Alors bonjour à tous, moi c'est Olga, j'ai 25 ans, je suis une musicienne passionnée et j'aime bien aussi m'investir dans l'associatif, en particulier dans l'événementiel pour les étudiants. Qu'est-ce que tu fais comme musique? Je fais beaucoup de classiques, du piano et du violon, donc soit en orchestre, soit en petit comité, donc en musique de chambre et j'adore ça. Très bien, et ben, je pense qu'on va en reparler aussi tout à l'heure. Avec plaisir. Tu as commencé tes études par un DUT mesures physiques à l'université Grenoble-Alpes. Exactement. Qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer ensuite en école d'ingénieur? Alors, ce qui m'a donné envie de continuer en école d'ingé, c'était de pouvoir résoudre en fait des problèmes techniques qui répondent aux enjeux climatiques et socio-techniques actuels qu'on rencontre en fait du coup dans toute la société. Donc, c'était vraiment mettre la science au service de ces problématiques qu'on trouve dans tous les domaines. Et après, il y avait aussi l'aspect d'alternance qui m'a vraiment attirée à l'NC Cube, où on pouvait mettre directement nos compétences en application et du coup en grandissant au fur et à mesure de nos études. Et bien justement, parle-nous de ton alternance, peut-être aussi de ton parcours à l'école. Oui, j'ai choisi cette filière en alternance pour l'attrait qu'elle m'apportait sur le génie électrique et énergétique, donc c'est l'intitulé de la filière. Et après l'alternance, j'ai décidé de la faire en recherche. C'est pas très commun, j'étais au CEA, juste derrière. Donc d'abord, j'étais dans un laboratoire sur le stockage thermique pour les centrales solaires. Et puis après, j'ai switché sur de la caractérisation électrique de composants de puissance, donc plus sur du génie électrique cette fois. Et c'était 3 ans où vraiment on mettait en œuvre des tests de caractérisation. C'était vraiment de la recherche, donc c'est des prototypes, c'est beaucoup de crash tests, de voir qu'est-ce qui marche pas. D'abord à l'échelle du coup de la recherche, puis après on évolue vers des plus grandes échelles pour voir ce qu'on peut mettre en place et démocratiser ses utilisations. Tu savais déjà que tu avais envie de faire de la recherche? Alors j'avais eu cette idée dans un coin de la tête depuis que j'étais ingénieure. Et je pense aussi par l'éducation que mes parents m'avaient donnée. Mais après, j'étais pas sûre de vouloir faire une thèse. J'ai pas toujours eu cette certitude en tout cas. Puis en fait, je m'en suis aperçue que ça m'avait un peu manqué. Du coup, dans la suite de mon parcours, pendant mon double diplôme à GEM, j'ai eu envie d'y remettre un pied, mais je sais pas si j'en ferai toute ma vie. Voilà. D'accord. Il y a des étudiants en fait en BUT qui hésitent à rentrer en école d'ingénieur. Toi, c'est un pas que tu as fait. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil ou qu'est-ce que tu pourrais dire pour les convaincre? Alors le premier conseil, je pense, c'est de vraiment bien s'informer, se renseigner sur tous les programmes qui existent en France ou à l'étranger même, ça peut se faire aussi, parce qu'il y a vraiment tout qui se fait en termes de spécialité, de cursus, sur les thématiques qui sont abordées par les écoles, les engagements aussi des écoles qui sont pris. Moi, un truc aussi que j'avais beaucoup regardé, c'était les possibilités de départ à l'étranger pendant l'alternance. C'était assez important pour moi d'avoir cette option-là. Et après, tout ce qui est double diplôme, voilà, ça peut être important. Et après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent aussi l'aspect associatif, vie étudiante, et qui pèse pas mal. Donc voilà. Et qui est assez puissant en école d'ingénieur. Voilà, surtout à l'NC Cube. Effectivement. Voilà. Tu parlais de l'étranger parce que tu as réalisé un semestre à l'étranger. Tu es allé dans une université suédoise.
Alors raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Alors ça s'est super bien passé. Je suis partie à KTH à Stockholm. C'était vraiment l'université qui me plaisait parce que c'est là où j'ai vraiment trouvé les cours qui me parlaient et qui pour moi complétaient au mieux mon diplôme. Donc sur tout ce qui était politique énergétique, géopolitique des ressources, écologie politique aussi. Et ça a donné vraiment une nouvelle dimension et c'est ce qui m'a permis de vraiment définir un peu plus mon parcours pro et de me décider sur mon double diplôme, sur ma poursuite d'emploi. Et comment c'était alors la vie suédoise? C'était super. Alors au niveau des études, c'est vraiment une pédagogie qui est différente de la France et du coup c'était hyper intéressant, c'est beaucoup plus en autonomie et c'est vraiment où on se forge un esprit critique, où on apprend à faire des recherches par nous-mêmes, à se renseigner, à apprendre beaucoup des autres aussi. Donc c'était hyper enrichissant à ce niveau-là. Et sinon, la vie en Suède, c'est très paisible et voilà, c'est la nature au cœur de tout, de la ville. Donc j'ai vraiment aimé découvrir ce pays, cette culture. Donc voilà, si vous avez l'opportunité de partir à l'étranger, profitez-en et n'hésitez pas. Ouais, c'est toujours une expérience incroyable. Exactement. Tu es également très investi dans différentes associations. Est-ce que tu peux nous parler de ton engagement associatif et notamment au cœur du Grand Cercle de Grenoble INP? Exactement. Alors, dans un premier temps, j'ai commencé par faire des associations à l'école, notamment le gala de l'ENSECUB qui m'avait vraiment beaucoup plu. J'ai décidé de rejoindre le Grand Cercle pour avoir cette dimension en fait du rayonnement de Grenoble INP et de toucher un maximum d'étudiants sur la diversité des événements qu'on propose, donc aussi bien des soirées, un gala et les Olympiades, des conférences. Donc vraiment d'avoir un panel d'événements qui répondent au maximum d'attentes des étudiants. Ouais, t'avais envie de t'engager, de bouger et d'organiser plein de choses. Voilà, exactement. C'est vraiment l'événementiel, oui, qui me parle le plus. Et après, de coordonner la vie associative dans Grenoble INP, qui est très riche et très variée, et de mettre en relation les différentes assos, de faire que les gens se rencontrent, exactement, et que y ait tout ça qui se mette en place, quoi. Tu as également le statut d'artiste, le statut d'artiste de haut niveau. Oui. Alors, en quoi ça consiste exactement ? Alors, le statut d'artiste de haut niveau, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé. En tout cas, c'était aussi un moteur de motivation d'un autre côté, parce que c'était mon sas de décompression, en fait, après mes journées de cours, tout simplement. Et c'était aussi, pour moi, c'était un des piliers sur lesquels je pouvais pas faire une croix en rentrant en études sup. Donc d'abord à l'UIT, en fait, on a un accompagnement pédagogique qui est vraiment très personnalisé parce qu'on n'était que 3 dans ma promo. Enfin, j'étais la seule artiste et j'étais avec 2 sportifs. Et on avait des cours particuliers quand on était en stage ou en académie, tout ça, qui nous permettaient en fait de rattraper tous ces cours. Donc c'est un programme très personnalisé qui nous permettait de décaler nos TP, nos partiels quand il y avait besoin. Et donc c'était vraiment top d'avoir aussi cette équipe pédagogique à notre service qui était hyper à l'écoute, donc vraiment merci à eux parce que c'était top. Et après quand je suis rentrée en école d'ingé, c'était du coup j'avais un aménagement pédagogique qui me permettait d'avoir des ECTS en moins qui étaient récupérés sur le conservatoire. Et après j'avais la fondation Grenoble INP bien sûr qui m'a aidée financièrement et aussi pas mal logistiquement sur l'organisation de mes séjours à l'étranger. Voilà. Eh ben bravo, super, c'est vraiment génial tout ça. Et on arrive en fait au moment où tu as fini ton cursus à l'ENSECUB. Exactement. Oui. Et là, en fait, tu es reparti dans un master spécialisé management et marché de l'énergie. C'est ça. Ça. Économie de l'énergie aussi, proposé par GEM, comme tu nous disais tout à l'heure, Grenoble École de Management et Grenoble INP ENSECUB. Pourquoi est-ce que tu as continué tes études? Pourquoi est-ce que tu t'es reparti dans un master spécialisé? Alors, j'ai décidé de faire un master spé parce que je me sentais pas prête à affronter le monde du travail, de l'industrie comme ça, avec les armes d'une ingénieure. Je me suis dit que j'avais besoin de cette appétence sur tout ce qui était approche financière, commerciale, sur la chaîne de l'énergie. Donc, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie d'approfondir, que j'avais un peu amorcé avec KTH, mais que j'avais besoin d'approfondir. Ouais. Et après, il y avait ce truc aussi que ce Master Spé proposait du coup une alternance dans l'industrie. Et j'avais envie d'y mettre les pieds. Voilà, j'étais chez Vicat et je travaillais sur le développement de projets solaires sur leur foncier, donc tout ce qui était valorisation de leur terrain. Et c'était super intéressant. Voilà, donc c'était vraiment d'avoir
tout ce qui est stratégie de la transition énergétique, comment on aborde, comment on la finance au niveau des grosses entreprises. Voilà. Tu aurais regretté de ne pas l'avoir fait ? Là, je me dis, vu ce que ça m'a apporté en compétences, ouais, je me dis que, moi, je suis très contente de l'avoir fait. Très bien. Aujourd'hui, tu es en thèse au G2E Lab. C'est le laboratoire de génie électrique dont les locaux sont également ici dans notre bâtiment, à Greenair. Alors, quel est ton sujet de recherche ? Alors, mon sujet de recherche, c'est comprendre les dynamiques de consommation des ménages, des particuliers, dans le cadre de l'autoconsommation collective, bien sûr, pour comprendre quel levier on a pour inciter les gens à mieux consommer au bon moment, pour maximiser du coup tout ce qui est taux d'autoconsommation, d'autoproduction, et comment on peut mobiliser en fait un potentiel de flexibilité sur le réseau via l'application de signaux nudge. Donc, c'est de l'économie comportementale. Et c'est vraiment comment on implique l'homme sur l'humain sur l'humain sur la consommation raisonnable et consciente de l'énergie. Okay. Voilà. Très clair, c'est très bien. J'en profite pour dire que dans le prochain épisode, on recevra Marie-Cécile Alvarez, qui est, entre autres, chercheuse à G2E Lab. Exactement. Et elle nous fera un beau portrait d'elle, très complet, j'imagine. Et est-ce que, globalement, tu peux nous présenter le labo de manière générale, nous expliquer ce qui s'y passe, s'il te plaît ? Donc, le G2E Lab, c'est un gros laboratoire de génie électrique très reconnu en France de par la diversité des thématiques qui sont étudiées. Donc c'est vraiment étudier toute la chaîne de l'électricité, si je me trompe pas, donc vraiment du composant, donc en partant de l'étude de matériaux qu'on utilise dans le génie électrique, jusqu'à tout ce qui est stabilité des réseaux. Donc c'est vraiment sur toute la chaîne, donc en passant par l'électronique de puissance, du comportement. Voilà, exactement. Comme tu nous disais. Donc ce que je fais moi, donc c'est vraiment tout ce qui est un peu au service de la transition énergétique, mais avec l'approche génie électrique. Okay. Voilà. Ok, très bien, c'est très clair, je te remercie. Après ta thèse, comment est-ce que tu te projettes ? Qu'est-ce que tu souhaites faire ensuite ? Alors, c'est pas encore tout décidé, tout n'est pas figé. La première question, c'est as-tu déjà une idée ? Alors, j'ai plusieurs idées même, oui, bien sûr. Tout n'est pas figé parce qu'il peut se passer beaucoup de choses pendant une thèse. Donc on verra comment ça se passe aussi sur les 2 ans et demi qui me restent. La première idée qui me vient à l'esprit, c'est de peut-être retourner plutôt dans l'industrie dans un premier temps, parce que c'est là où il y a un gros levier pour moi, où il y a un potentiel en fait à solliciter et à mobiliser pour faire bouger les choses, pour faire évoluer sur tout ce qui est transition énergétique dans l'industrie. Donc voilà, je sais qu'il y a un énorme potentiel d'intégration des ENR à ce niveau-là. Bien sûr. Donc ça me parle. Et après, il y a aussi ce côté enseignement qui me tiraille un peu, que j'ai découvert du coup cette année. Et je me dis que j'aimerais bien avoir cette formation un peu plus pédagogique et d'apprendre et à la fois auprès des autres et d'apprendre aux autres sur tout ce qui est transition énergétique. Donc voilà, il y a plusieurs choses à voir. Que tu souhaites faire. Voilà. Faut les faire dans l'ordre. Écoute, oui, on verra comment tout ça se présente. Tu donnes déjà des cours, c'est ça ? Ouais, ici c'était le gros pari de cette année, c'était d'avoir des anciens collègues élèves en fait, des amis du coup de promo en élèves. Ouais, et d'accord. C'était vraiment hyper intéressant comme expérience. Parce que pour le coup, c'était le cours d'ingénierie de la transition énergétique, de la transition, pardon. Et c'était sur une approche avec des projets. Donc, les gens, ils arrivent avec un bagage, en fait, d'informations, et du coup on apprend auprès des élèves et on essaye de leur apprendre sur la méthodologie de comment on peut avoir un regard critique sur les projets, sur tout ce qui est en fait comment on résume le métier d'ingénieur. Est-ce qu'on doit se placer en tant que avec une conscience citoyenne, est-ce qu'on doit prendre parti, est-ce qu'on peut répondre à tous les appels d'offres, voilà, donc un peu avoir un esprit critique sur notre travail. D'accord, excellent, voilà. Très bien. Est-ce que tu conseillerais aux étudiants d'aller en thèse ? Je conseille à ceux qui ont envie et qui ont cette curiosité, oui. Après, il y a plein de profils qui correspondent pas forcément à cette poursuite, on va dire, d'études et d'emploi. Mais si c'est quelque chose qui vous titille un peu l'esprit, qui attise votre curiosité, vous sentez qu'il y a quelque chose à faire sur un sujet qui vous plaît, vraiment pour moi c'est le premier truc, c'est que le sujet il doit un peu venir de vous et vous devez le façonner à votre image, foncez. Faut pas hésiter. Exactement. Très bien. Avant de terminer sur la question signature, je voulais savoir si tu as rencontré des difficultés dans ton parcours et si oui, comment est-ce que tu les as surmontées ?
Bon, des difficultés, on en a tous, mais bon, d'ordre un peu moins important. Moi, je pense que j'ai eu la chance d'être très bien entourée par mon équipe pédagogique et par la fondation, en particulier sur tout ce qui était aménagement de parcours. Donc, j'ai pas eu de grosses difficultés. Le moment le plus dur, en tout cas, c'était vraiment pendant le Covid, où on avait tous les cours en distanciel et où c'était le grand bain, mais pour aussi bien pour les enseignants que pour nous. Oui. Donc, c'était ça le moment le plus difficile. Mais après, le mieux, c'est d'en parler à l'équipe qui est à disposition, qui était très à l'écoute pour le coup. Donc non, j'ai pas vraiment eu de grosses difficultés à ce niveau-là. Très bien. La question signature de cette saison, et pour finir ce podcast, si tu devais nous raconter un souvenir de l'école, peut-être le meilleur, lequel est-ce que ce serait ? C'est dur de faire le tri comme ça. Un très bon moment en tout cas, et je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui seront d'accord avec moi. C'est les Olympiades chaque année, c'est vraiment l'effervescence. L'effervescence dans tous les sens, tout le monde s'implique à son niveau sur différents trucs, c'est super et c'est quelque chose qui rapproche un peu tout le monde, je trouve, sur des valeurs communes, donc tout ce qui est esprit d'équipe, voilà. Et moi je trouve c'est très bien de commencer avec cet événement au début de l'année, à la fois pour les nouvelles promos qui arrivent à l'école et qui ont besoin de voir un peu ce que c'est l'école de l'ENSECUB, et après le groupe de Grenoble INP, ça permet d'avoir une bonne idée de la dimension de ce qu'on peut faire à Grenoble INP. Exactement. Eh ben, je te remercie beaucoup. Merci à vous. Bonne continuation, bon parcours, parce qu'il faut que commencer. Exactement, c'est pas fini, ouais. Et plein de bonnes choses. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. Merci d'avoir écouté le Cubecast et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode à la rencontre d'anciens étudiants qui vous raconteront leur parcours. Pour faire vivre ce podcast, n'oubliez pas de le liker, de le partager et d'en parler un maximum autour de vous. À bientôt!